Allez, levez-vous une dernière fois, habitants et défenseurs d'Ulfenkarn. La cité maudite ne sera peut-être plus en péril à la fin de cet épisode ultime de notre campagne Warhammer Quest, la cité maudite. Nous allons faire en sorte de faire tomber Radukar le loup, notre plus grand ennemi jamais affronté jusqu'à présent. Alors, qui est Radukar le loup? On va se remettre ça en tête. Je ne vais pas reprendre les 3 premiers paragraphes qui nous indiquent à quel point Radukar est un maître tyrannique, un vampire aussi puissant que rusé, dont l'ambition n'a d'égal que sa cruauté. On va plutôt aller s'intéresser aux 2 derniers paragraphes pour se remémorer les plans, le plan final de Radukar. Il est risqué de considérer Radukar comme une brute sans cervelle, tandis qu'on constate sa carrure impressionnante, drapée d'une fourrure de loup blanc, car ce serait sous-estimer son intelligence affûtée. Car le loup a un plan grandiose. Il ne souhaite pas simplement régner sur Ulfenkarn, mais sacrifier la ville aux Nadir, afin de décupler ses propres pouvoirs. Pour cela, il doit d'abord étouffer la dernière flamme d'espoir, afin de créer une aura de désespoir et d'effroi qui viendra à bout de quelques liens de foi qui amarrent encore l'île de Zargoron au royaume de la mort, afin qu'elle se disloque totalement. Afin de s'assurer qu'aucun agent du dieu roi ou du sombre panthéon ne vienne contrarier ses plans, Radukar a fait appel au talent nécromantique de son chambellan Torgilius, afin qu'il crée des phylactères de sable sépulcral. Ceux-ci utilisent de la pierre de royaume et protègent l'esprit du vampire de l'annihilation, si bien que, même si un pieu ou un trait de magie vient percer son cœur, ce sera une autre âme qui périra à sa place. Le loup a confié de tels objets à ses lieutenants les plus loyaux, afin qu'ils le servent sans faillir. Voilà qui est intéressant, parce que c'est vraiment notre dernière chance de faire tomber le loup. Si ça n'est pas le cas, il sacrifiera entièrement la cité d'Ulfengard qui se trouve être sur l'île de Zargoron. Et il sacrifiera l'île tout entière au royaume de la mort. Donc, ce sera un échec total pour nous. Une chose très importante et qui va nous réchauffer le cœur, c'est que ce qui est dit par rapport au sable sépulcral et ce qui est dit de ses lieutenants, eh bien, il n'a plus de lieutenants. Nous avons fait en sorte de tous les faire tomber. Ça, c'est une sacrément bonne nouvelle. La moins bonne, eh bien, c'est qu'il faut vraiment maintenant aller l'affronter avec, je vous le rappelle, et je vous renvoie à la toute dernière vidéo que j'ai faite qui concerne l'interlude pour faire un passage de niveau de nos 4 héros qui vont peut-être se sacrifier pour aller éliminer Radukar, capitaine Emelda Braskov, Dagné Oldenstock, qui, je vous le rappelle, est le propriétaire de l'Adamant, Brutog Croquemort et Cléona Zetengale. Ces 4-là ont acquis suffisamment d'expérience, d'objets, de pouvoir et de traits pour aller se confronter à Radukar et à sa toute dernière poignée d'hommes et de femmes qui vont tenter de le protéger. Ici, Ulfenkarn en péril. Je vous rappelle que si nous réussissons, on pourra aller placer le portrait de Radukar qui viendra clôturer la quête et nous aurons le droit d'ouvrir l'enveloppe qui se trouve juste en dessous. Le problème est par contre que, encore à cause d'un très mauvais tirage, nous allons démarrer avec le compteur de tours sur la face nuit, ce qui implique que nos ennemis sont renforcés. Une seule chance de passer au travers, c'est grâce à un trésor que transporte Brutog, les sables luisants. Nous aurons le droit de faire reculer le pion tombé de la nuit d'1 heure, ce qui permettra, pendant cette heure, salvatrice peut-être, de faire repasser nos ennemis sur leur face classique,
Donc ils perdront un petit peu en puissance, mais, une fois ce tour passé, ils redeviendront renforcés. Quel dommage. Il va falloir que je fasse très, et ça tombe bien d'ailleurs, très attention à tout ce qu'a débloqué Emelda, parce que c'est la seule à avoir pu passer au niveau 5, avec mon petit tour de passe-passe, où j'ai simulé les passages de niveau, puisque tant qu'on n'était pas niveau 4 minimum, on n'avait pas le droit d'aller entamer cet ultime combat. Donc Emelda, elle a gagné la parade instinctive par rapport à ses jets de défense. Ça lui donne une action d'arme gratuite si elle réussit un critique en défense contre un ennemi. Et elle a débloqué Maître des Lames. Elle relance le premier jet d'attaque raté. Ah la vache, faut que j'y pense à ça. Comment faire pour penser à ça, Emelda? Ça peut être... pop. Est-ce qu'on fait... Alors, je sais maintenant, normalement, que j'ai le droit d'utiliser 2 fois mes actions d'armes à 6+. Si je laisse... Si je laisse le cube vert, pourquoi pas? Pourquoi pas peut-être? Allez, je commence à les placer sur le plateau. Ah, Dagné Brutog, n'oubliez pas vos dés bonus là. Ça sert à chaque fois, c'est bien. Ok, et puis Cléona, grâce à ta capacité de sonner les ennemis, tu vas t'en servir. Bon, pour Emelda, va falloir faire très attention à ça. Dagné et Brutog, qui tous les deux possèdent le trait pilier, ont débloqué la ténacité. Ça leur permet de relancer les jets de vitalité ratés. Des rouges Brutog, des bleus Dagné. Priorité aux soins. Quant à Cléona, au niveau 4, elle a débloqué Envoûteur. Une fois par tour, pendant qu'elle s'active, elle peut choisir un hostile visible et le maudire. Allez, je me remets en tête ce qu'est la malédiction quand ça concerne les ennemis. Ah oui, ils se prennent plus 1 ou plus 2 dégâts lorsqu'ils subissent des attaques. Donc ce serait bien que Cléona maudisse un ennemi et que nos 3 plus grands guerriers les frappent dans la foulée. Ce serait pas mal. Bon, nous avons droit au dé du destin, ça ne change pas. J'avais, pendant l'interlude, replacé toutes les cartes nécessaires pour nos initiatives. On va donc aller reprendre l'assaut final. L'heure est proche. Raducar est seul. Ses vassaux vaincus et le siège de son pouvoir en ruine, à l'image de la cité qu'il cherchait à soumettre. Malgré l'échec de ses créations, le loup demeure un adversaire redoutable, résolu à éviter toute confrontation directe, avant que Raducar soit privé de ses puissantes protections. Les héros se dirigent vers son château afin de l'infiltrer, et localiser par la divination la majorité de ses phylactères de sable sépulcral. Ils savent que dès qu'ils commenceront à détruire les précieuses reliques du loup, ce dernier sera mis au fait de leur présence. Mais s'ils parviennent à échapper au raz de charniers suffocants, ils auront l'avantage de la surprise. Les héros pourront-ils mettre à bas le loup et sauver la cité, ou seront-ils écrasés par la poigne sanguinaire de Raducar? On va probablement vite le savoir. Échapper au raz de charnier suffocant, je le répète, je ne le joue plus depuis un petit moment déjà, parce que ça surcharge vraiment ce genre de périple. Je ne m'intéresse que au périple lui-même, à savoir la confrontation et la décapitation. On a, je vous le rappelle, une toute petite carte avec, en premier groupe, 2 gardes de nuit Kozargi, second groupe, les 3 Virkos, et Raducar qui n'est pas représenté sur la carte, mais qui apparaîtra à la première destruction de l'un de ces phylactères de sable sépulcral. Les fouilles, on a une contrainte supplémentaire par rapport à d'habitude.
c'est que après avoir fait notre action de 4+, on doit jeter le dé rouge. Si c'est un échec, on n'arrive pas à briser le phylactère. Donc on perd du temps. Protection contre la mort, c'est la même règle que pour ces sbires, ces mini-boss. C'est-à-dire que il y a 4 phylactères sur le champ de bataille. À chaque fois qu'il meurt, on enlève un phylactère et il se guérit de toutes ses blessures. On ne peut pas sonner le roi loup. Par contre, on peut très bien sonner les gardes ainsi que les virkos. Est-ce que ceci dit, les virkos ont une règle qui nous empêche de les sonner? Non. Non, 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 non. Bon, ça c'est parfait. Cléona, tu sais ce qu'il te reste à faire. Dénouement. Raducar n'est pas placé au début de la partie. C'est ce qu'on a vu. Dès que le premier phylactère est cassé, brisé, on jette le dé de quête et Raducar apparaîtra à côté du nécroporche désigné par notre dé. Gardien éternel. Garde de nuit Kozargi n'effectue pas d'action de mouvement ni d'arme tant qu'il n'a pas subi de dégâts. Ou alors que l'on devient visible. Attention, attention, ça ne concerne que les gardes Kozargi. Hein. Les Venalten, enfin pas les Venalten, les Virkos, eux, vont jouer systématiquement à leur tour. À la vache. Ok. Avec la notion de renfort et la règle qui s'appelle l'antre du loup, on jettera le dé blanc, le D6, pour savoir si oui ou non on déploiera des renforts. Quand Raducar sera tué, on ne pourra pas le déployer en tant que renfort. Bon. Sur le terrain, comment ça se passe ? On l'a vu, nous avons droit à une toute petite carte qui ne comporte que 1, 2, 3, 4, 5 salles, pas plus. 3, c'est bien ça. 4, 5 avec la salle du trône de Raducar. Si on veut détruire les sables sépulcraux, ça va être les 2 statues ici et ce qui sert de base d'entraînement aux gardes Kozargi. Donc on en a bien 4 à aller détruire. Ah, j'ai mis toutes les chances de notre côté avec nos amis Culatis, Gelsen, Glorio et Octren qui vont nous soutenir du haut des remparts de la citadelle de Raducar. On verra s'ils nous portent chance. Je vous rappelle que d'une façon ou d'une autre, c'est pour moi le tout dernier périple. Que je gagne ou que je perde, il n'y aura pas d'autre chance pour les héros de mettre à mal les plans de Raducar. Donc, je risque de râler probablement, hein, ça c'est même quasiment sûr, à moins que ce matin, vendredi 6 juin, les dés soient avec nous. On verra bien. Initialement, lorsque j'ai fait la préparation de fin de campagne, je me suis dit que ce serait peut-être bien d'aller bloquer des portes là, le temps qu'on nettoie ces zones-là. Bloquer les portes ici pour affronter les Virkos. Est-ce que ça reste un bon plan ou pas? J'en sais rien. On avait ici aussi où on pouvait bloquer. C'était peut-être plus safe. En longeant comme ça, on rentre dans la salle. Ça va activer ce garde Kozargi. En plaçant Dagné et Brutog qui ont des capacités de soins, on sera plus à même de tenir le siège. Et pourquoi pas faire apparaître Raducar en allant flinguer le premier sable sépulcral ici. Ça me paraît être pas mal. On verra. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à voir? Sur leur face renforcée, on peut quand même checker maintenant.
Uniquement arme de mêlée pour les gardes Kozargi. Des rouges, des bleus. Ça frappe très très dur. 4, 6. Vigueur de la mort. Il n'y a que les gardes qui sont capables de réduire les dégâts. Et malheureusement, aucun de nos héros ne peut passer à travers ça. C'est bien dommage. De même que les Virkos vont faire très mal aussi. 2 dés rouges en attaque, uniquement en mêlée. 3, 4 de dégâts. Par contre, eux sur 9+, ils ignorent carrément les dégâts et aucun de nos héros ne peuvent, ne peut, pardon, passer outre leur capacité. Raducar, je ne regarde pas pour l'instant, on verra lorsqu'il apparaîtra sur le terrain. Ok, ça implique quoi? Que l'on peut démarrer. Alors, notre compteur de temps, on ne s'en occupe pas. On n'a pas besoin de le bouger. De même que le compteur de quête, pas besoin de le bouger non plus, puisque notre seul but, ça va être de décapiter Raducar. Donc on y va, hein, premier tour. Je ne sais pas ce que j'oublie, mais normalement, on est pas mal. Allez, le destin. Est-ce qu'il commence à être avec nous? Avec 3, 4, 6, oui, c'est un bon début. Je vais mettre ça propre. Donc à notre premier tour, on va au moins pouvoir bénéficier de 3 dés du destin. Ça va servir en déplacement. Les double 5, ça dégage. Dans la zone noire du stratovaisseau, il faut penser que Cléona, Sentier de la gloire, au début de l'étape d'initiative, quand elle lance ses dés d'activation, elle peut défausser n'importe quel dé pour aller chercher un point d'exaltation. Est-ce que Cléona a un 5? Non, pas du tout. Je vais commencer par elle. 1, 2, 3. Ouh, je suis fébrile, hein, je vous le dis tout de suite. Je ne me fais pas fier. Bon, Cléona n'aura pas de point d'exaltation parce que... Ah, à moins que... Si. Touk. Pendant son étape d'activation, elle peut choisir, avec préscience, elle peut choisir d'inverser la face de tous ses dés. Ça veut dire qu'ici, on passe à 6, celui-ci passe à 1, celui-ci passe à 4, et celui-là passerait à 5. Donc, à cette étape, elle peut sacrifier son dé blanc sur le plateau des dés du destin, ce qui lui permet d'aller chercher un point d'activation. C'est une des rares fois où je le fais, Madame Zittengale, bravo. Ah oui, alors je les mettais là pour penser à d'éventuelles relances. C'est très rare que Cléona ait réussi à passer en mode exalté. Ça, c'est fait. Pendant que je suis avec Cléona, elle peut utiliser 3 dés du destin au lieu de 2. Et elle avait débloqué aussi conseiller. Une fois par tour, pendant son activation, elle peut donner un de ses points d'exaltation à un autre héros. Ensuite, elle jette le dé de quête et si elle fait 5+, elle regagne un point d'exaltation. Ça, c'est une machine de boost absolument phénoménale. Brutok, je vois que tu es en forme. Alors, j'espère qu'il ne perdra pas ses moyens à l'arrivée de Raducar, comme c'est bien souvent le cas. Faut pas qu'il se laisse déstabiliser. Monsieur Dagnay, il va pouvoir courir, récupérer un dé. Alors là, on avait un 1 et un 2, il me semble. On était comme ça. Et puis, ah, Emelda, capitaine. 5-5. Alors, elle ne pourra pas user et abuser de son coup fatal avec son 6+. Ah, mais de toute façon, là, il n'aurait pas servi à grand-chose. Ok. Elle peut relancer un jet de manœuvre raté. Ça, faut y penser. Elle peut échanger une case avec un héros adjacent. Ça peut être très utile. Ah oui! Faut que je le fasse à chaque fois. Adaptatif.
Après avoir lancé ses dés d'activation, elle peut faire passer un de ses dés sur 6. Gratuitement. Mais bien sûr, capitaine, que tu fais ça. Bravo, bravo, bravo. Faut pas que j'aille trop vite pour penser à toutes ces petites astuces. Parade, on l'a vu. Mettre des lames. Un jet d'attaque raté une fois par tour. C'est bien. C'est très bien. La diminution, ça servira pas. Et ça, on verra. Ok. Dagné. Alors Dagné, il va galérer pour passer exalté parce que son sentier de la gloire, qui lui fait gagner 2 points d'exaltation à chaque fois qu'il fouille. Ah non, c'est pas ça. Il gagne 2 points d'exaltation lorsqu'il pioche une carte trésor ou pierre de royaume. Mais là, il n'y aura pas le droit. Et Brutog, c'est le plus facile à faire passer comme d'habitude, hein. On double les points de blessure des ennemis qu'il a tués pour qu'il réussisse son jet d'exaltation. Doubler la valeur de blessure de tous les hostiles tués au cours de l'activation de ce héros. C'est bien ça. Dagné et Brutog ont +1/+1 aux armes de mêlée de base. Très important. Donc, initiative. Alors, pour l'instant, je laisse la carte d'activation la carte d'initiative de Raducar, mais on sait que tant qu'on n'a pas brisé un phylactère, il n'apparaîtra pas. Allez, on stoppe là. Premier à jouer pour le premier tour. Ah, j'allais dire, si, je vais quand même me servir du compte-tour là. Tac, pour me rendre compte en combien de temps on gagne ou on perd. Cléona la Prums. Ah, intéressant. Brutog ensuite. Ah, il y a peut-être un combo à faire. Garde Kozargi. Alors uniquement s'ils ont une ligne de vue sur nous. Ok. Oh! Dagné. Ah. Virkos. Ça peut être bien. Tiens, Raducar pour... Ah bah le v'là, on s'en fout. Emelda en dernier. Alors. N'oublions pas qu'Emelda, gratuitement, a le droit d'échanger avec Instinct Guerrier, d'échanger sa place avec un de ses camarades sur la ligne d'initiative, sur la piste d'initiative. Mais ça peut être sympa qu'elle agisse en dernier. On pourrait profiter de Cléona pour aller sonner un garde Kozargi. On place Brutog. Lui n'agira pas, il se relève. Ça permet à Dagné de venir avant que les Virkos ne jouent. Et quand les Virkos vont jouer, ils cibleront Brutog et Dagné. Oh purée, au premier tour, il y a probablement moyen de faire un truc sympa. Je relis bien la règle concernant les gardes. Ouais, ils ne s'activent pas tant qu'ils n'ont pas un héros en ligne de vie ou qu'ils n'ont pas été blessés ou sonnés ou impactés. On y va comme ça. Et ben c'est parti. Cléona. Cléona, faut absolument que tu arrives à courir. Avec 4+, c'est faisable. Elle arrive ici. Faut au moins qu'elle soit là. Donc, une course, un déplacement. Elle arrive ici. Alors attention, on a un nécroporche là et là. Les renforts peuvent arriver par ici. Et Raducar pourrait très bien aussi arriver par ici. Si je bloque les 2 cases adjacentes au nécroporche, bah, il arrivera... Ah non, si c'est bloqué, je ferai une relance, tiens. Bien fait pour sa gueule. Ok. Il nous reste des dés du destin x3. Et puis surtout un 6+. Alors, bâton de dévastation céleste, ça c'est pour blesser. Moi ce que je voudrais c'est sonner le garde Kozargi.
Et pour sonner le garde Kozargi, il faut faire le stylet de foudre céleste. Alors malheureusement, c'est au dé bleu. Ça n'est qu'au dé bleu. Mhm. Bon, bah ça se tente, hein. De toute façon, on va pas faire notre frileuse. Allez, des bleus. Il me faudrait une belle piste de lancer. On va aller chercher ça plutôt par là dans l'angle. Main gauche, main droite, main gauche. On y va, Cléona. Ouh, ya, 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 c'est un critique. Alors, avec elle, ce qui se passe, c'est que son bâton de foudre céleste, là, ne fait en mêlée ou en tir qu'un seul point de dégâts. Le garde Kozargi n'a pas la possibilité de réduire quoi que ce soit, puisque de toute façon, à minima, c'est 1. Maintenant qu'elle a provoqué des dégâts, il est sonné. Et ça, c'est top, parce que ça va laisser le champ libre à Brutog. La grande question, c'est, est-ce que je fais apparaître tout de suite Raducar et on bastonne? En une demi-heure, c'est torché. Ou alors, on prend le temps d'aller éliminer les gardes Kozargi. Ah ouais, on aura les Virkos là, ils vont nous empêcher de passer. On pourra pas. Ah oui, ça c'est à prendre en compte, hein, parce que les Virkos ont un mouvement de 6, donc très rapidement ils vont être là. On va être embourbé dans le combat. Alors oui, on a seulement 6 points de blessure à leur mettre dans la tronche pour les éliminer, les Virkos. 10 contre les gardes. Mais, là on va s'embourber. Donc, j'en reviens à mon raisonnement de tout à l'heure, de dire que peut-être il faut faire en sorte que Raducar apparaisse rapidement. Et puis on devra le tuer 3 fois, si ça a dégagé. Il faudra le tuer 3 fois de suite. Ça se tente? Ça se tente. Je stresse? Bien sûr que je stresse, mais ça n'est que du bon stress. On a peut-être une chance avec les Virkos ici. S'ils ne font pas de charge... Ouais, s'ils font pas de charge, ils seront bloqués à cette porte-là. Ça peut être salvateur pour atteindre le second tour tranquille. Bon, je mets fin au tour de Madame Zettengale et on enchaîne avec Brutog. Attendez. Cléona, elle avait une dernière aptitude à utiliser. C'était le fait que elle peut avoir un 6+, si elle fait une réaction. Mais là, elle n'a pas besoin de se mettre en réaction, donc je prends bien le tour de Brutog. Brutog qui va commencer par courir. Il déboule dans la salle. Alors, lui ne s'activera pas, hein, parce qu'il a aucune ligne de vue sur l'un d'entre nous. Brutog vient de courir, il récupère le dé bleu. Faut que je tabasse. Il faut que je tabasse. Il y a peut-être un combo à faire. Ah là là, je suis en train de changer mes plans, mes capitaines, guide-moi. Est-ce que je change mes plans ou pas? Parce que finalement... Ah ouais, en étant là, direct, ça lui permet d'être aux prises avec le garde Kozargi, là. Et il peut peut-être le défoncer. Voire même le sonner. Et pourquoi je ferais ça? Parce que faut pas oublier, et ça c'est super important, on s'en bat les brosses que Dagné puisse acquérir des trésors ou des pierres de royaume. Ce qui est important, c'est sa capacité, aptitude unique, le grappin sur le butin. Il peut faire des fouilles sur 4+,
à 5 de distance, à 5 cases de distance, comme s'il était adjacent. Donc en un tour, si je lui laisse les dés du destin, Dagné peut supprimer 2 phylactères. Alors oui, ça fera arriver Raducar, mais on lui enlèvera 2 chances de résurrection. Ce qui est énorme. Bon. Bon. Alors, primordial, je vais utiliser un 6+ avec Brutog qui va faire un coup d'épaule. Faire un coup d'épaule, il prend de l'élan. Il court à travers le garde. 1, 2, 3, 4. Il revient ici pour bloquer la porte. Alors, on continue de regarder. Finis ta course. En faisant son coup d'épaule, ça lui permet de lancer le dé rouge. S'il y a ne serait-ce qu'un succès, il est sonné. Oh, vous le voyez ou pas? Qui cache? Emelda, c'est toi qui cache. On a un critique. Alors non, on ne fait pas de dégâts, mais oui, le garde est sonné. Excellent. D'autant plus excellent que je considère, avec une petite variante, que lorsque un ennemi qui possède une capacité d'ignorer des dégâts, de les diminuer ou de les réduire, s'ils sont sonnés, ils perdent cette capacité. Donc là maintenant, Brutog, il va frapper en faisant quoi? Coup attendrisseur 6+. Ah ouais, relancer les jets d'attaque ratés, éventuellement. Eh ben, allez, 6+, et il nous fait un défonce-moelle. Au dé rouge, critique. Critique au dé rouge. Sachant qu'il a +1 sur son arme de mêlée. Ah non, en critique, c'est +0. Ok, ça fait quand même 4 points de dégâts sur ce garde. Ensuite, est-ce qu'on se fait un taille-panse ou est-ce que je refais un défonce-moelle? Ah, si je me mets en réaction pour la porte, là, dès qu'un Virkos se pointe, ou même si Raducar se pointe par ici, je pourrais le frapper. Et ce Virkos-là, forcément, viendra cibler Brutog. Ça peut valoir le coup. Ou alors je continue de défoncer la gueule du garde de façon à l'éliminer très vite. Et on subira les attaques. De toute façon, à un moment ou à un autre, il va falloir subir. On n'aura pas le choix. Allez, je frappe. Je frappe en refaisant un défonce-moelle. Je pourrais pas l'éliminer, mais on a quoi? Oh, je prends. Bien sûr que je prends. Critique. Critique, on a dit encore 4. 3 et 3, 6. 7, 8. On est à 8 sur 10. Bah, 8 sur 10, c'est correct. Je laisse peut-être les dés du destin, donc comme prévu à Dagné. Brutog n'a pas le droit de faire un jet d'exaltation, il a tué personne. Par rapport à ses traits indomptables, ok. Ça, c'est les soins. L'obstination, pas besoin. Ah oui, il faut penser que pour Brutog et Dagné, le premier point de dégâts est annulé grâce à Intrépide. Je mets fin au tour de Brutog. Tourne-toi correctement, protège la porte. Nous passons aux gardes Kozargi. Ils ne peuvent pas agir, ils se relèvent uniquement et se remettent du fait d'être sonnés. Attention à toi, Brutog. Tu as à ta droite la porte, à ta gauche un garde. Ouï.
Non, c'est l'inverse. À ta gauche, la porte, à ta droite, le garde. Fin de l'activation des gardes. On fait jouer Dagné. Il doit faire impérativement une course tout de suite. Alors lui, avec ses petites pattes, il arrive que là. Grâce à sa course, il récupère le dé bleu gratuit. Il va peut-être faire une prise en tenaille hein, ici. Avec le chiotte, avec le dé bleu, il fait un déplacement. Et s'il se mettait seulement là? C'est stratégique avec lui. Premier déplacement, il fait ça. Ensuite, il vient ici. Il lui reste 3 dés et il lui faut du 4+. Il va consommer un 5+ pour viser le sable sépulcral qui est là. Il est censé l'éliminer, mais attention, nous avons la règle pour briser les phylactères. Échec. Échec, ok, chiotte. Bon, bah ça l'oblige à rester là. Ouh là là, c'est pas cool ça. 4+, il recommence. Ouais. Ce phylactère-là est brisé. Raducar va arriver après la fin du tour de Dagné. Il lui reste 2 dés. Il fait un déplacement pour venir là. Bloquer la porte, puis se mettre se préparer au combat. Il consomme un 6+ pour ce phylactère-là. Ok. C'est une réussite. Le phylactère est brisé. On considère qu'il utilise son lance-harpon pour ça. Ça va vénère Raducar. On vient de lui enlever une seconde chance de se ressusciter. Et il reste un dé à Dagné. Bah, ce qu'il va faire, il se met en... Alors c'est 1+, mais pas grave, il se met en réaction. Va falloir y penser. La menace ne peut plus venir des 2 gardes Kozargi. Ce serait bien de les éliminer vite. Aïe aïe aïe, maintenant que Dagné a joué, on va passer aux Virkos. Alors, les Virkos vont faire un 3, plus c'est bas, plus ça pue. Effluve de sang. Et voilà. Et voilà, ils font une charge. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, je mets là pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai dit lorsque un des premiers phylactères est éliminé? Raducar se pointe. C'est bien ça? Lorsque le premier phylactère de sable sépulcral est brisé... Ah, mettez le jeu en pause, mon cul, Lulu. Ouais, on le fait maintenant. Allez, on le fait apparaître en fonction du résultat du dé de quête. 11. Comme par hasard, 11. Oh, ça pue. Oh my god. Emelda. Capitaine, vous jouez en dernier. Il va falloir venir. Raducar arrive avec sa pelisse de loup. Et il apparaît près de ce nécroporche, juste derrière Cléona, qui a déjà joué. Mais alors, il apparaît, il s'active ou pas? Non, on le place. Et la partie reprend. Très bien. J'en reviens à nos Virkos. Avec effluve de sang, ils font une charge. Et ils ciblent les héros qui ont le plus de marqueurs blessures. Bah lui, hein, il va pas se préoccuper. Il est obligé d'arrêter son mouvement de charge ici, puisque Brutog bloque la suite des mouvements. Quant aux autres, alors celui-ci, ils ont un mouvement de 6.
Eh bien, Dagné le bloque là. Quant au dernier Virkos, bah, il peut aller loin aussi. Hop, il arrive ici. Bon. Alors, là, ça va être compliqué. Emelda ne peut pas passer. Elle peut quand même venir... Ah non, elle peut même pas venir là parce que dès qu'elle met un pied ici, ça lui bloque son mouvement. Brutog avec une course va pouvoir sortir de cette pièce. Ah ouais, c'est pas con ça. Tenez bon les deux là. Hop hop hop. Réaction de Dagné. Avant de faire les frappes parce que sinon je vais oublier. Réaction de Dagné tout de suite avec sa hache d'assurage. Il frappera du quart dans un mouvement, mais alors totalement, c'est un réflexe conditionné. Attaque en mêlée, hache d'assurage. Une réussite normale, mais alors, on va en profiter pour regarder les caractéristiques de Raducar. Il a un mouvement de 7. 10 de blessure, c'est une grande taille. Là, ça n'aura pas d'incidence. Il fait 4-5 dégâts. Alors là, il est sur sa face renforcée, hein, mais quand même. Ah la vache, si un héros subit un seul dégât de cette arme, les lames des tertres Virkos, on est maudit et sonné, tant qu'à faire. Il a une force surnaturelle. Chaque fois qu'on l'active, on fait 2 G dans le tableau de comportement. Et on résout les 2 G. Vigueur inégalable. Quand il subit des dégâts, on réduit de 2. Jusqu'à un minimum de 0. Ah ouais, il est à même de complètement annuler des dégâts. Conquérant invétéré. Le groupe d'hostiles, de 7 hostiles, donc lui-même ne peut pas être repoussé. Bon, ok. Il peut pas être repoussé, il peut pas être sonné. De toute façon, aucun des groupes là ne peut être repoussé. Puis après, on avisera. Hein. Ah, notion importante, 10 points de blessure, donc va falloir bien tabasser. Ouais. Mais alors moi, ce que je voulais voir, c'est qu'en fait, vigueur inégalable, quand il subit des dégâts, on réduit de 2. Ah ouais, il a même pas un jet à faire, hein. C'est que il est tellement puissant. Ça veut dire qu'avec sa hache d'assurage, heureusement que Dagné a boosté son arme, ça fait plus un dégât. Il passe à 3, 3 moins 2. Raducar subit une première blessure. Intéressant. Très intéressant. Bon, et de 1. Ça veut dire que là, si on laisse les deux statues de sable sépulcraux sur le terrain, il faut occasionner 10, 20, 30 points de dégâts. Ouais. On peut le faire. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Je reprends l'activation des Virkos. Il se passe plein de choses. Ils réalisent leur attaque. 2 attaques contre Brutog. On a une réussite. Alors attention. Jet de défense, Brutog au dé bleu. C'est un échec. Dans l'ordre, ça implique quoi? Que ce Virkos lui fait 3 points de dégâts. Dans l'ordre, avec Brutog, le premier point de dégâts est ignoré. Ensuite, 2 dégâts, 3 dégâts, il est en critique. C'est bien ça? C'est bien ça. Maintenant, seconde attaque du Virkos. Nous avons un double échec, c'est extraordinaire. Merci. Ce Virkos attaque Dagné. Oh putain, un critique. Protection, défense de Dagné au dé rouge. Alors, attention parce que le calcul va être différent là. Critique de la part d'un Virkos, c'est 4. Avec sa défense, Dagné se protège de 3. Il est censé subir un dégât, mais comme il a le trait intrépide,
il ne subit pas le premier point de dégâts. Bien. Nous venons de passer au travers de 3 attaques de Virkos. C'est quand même bien fait. Bien fait pour leur gueule. Ok. Maintenant. Ah, maintenant c'est Raducar. Je reprends sa fiche. Tableau de comportement. On fait 2 G sur son tableau. On résout entièrement un premier résultat avant de faire l'autre. En premier, il fait une charge, pas besoin. Il va cibler Dagné, qui vient de le blesser. Va falloir qu'on se regroupe. Un critique sur Dagné, ça lui fait 5 dégâts. À moins que... Oh putain. Oh putain. Oups. Sans déconner. Sans déconner. 5 dégâts. On peut rien faire d'autre là. Vraiment, vraiment, on la vénère. Alors là, c'est pas rigolo du tout. Pourquoi? Intrépide, le premier point de dégâts alloué à ce héros à chaque tour. À chaque tour. Et ça veut dire qu'en fait, on ne peut annuler qu'une fois par tour. Ouais, c'est ce que je comprends, hein. Donc là, il prend tout. Parce qu'on est en train de faire un tour. 1 dégât, 2 dégâts, 3, 4, 5. Dagné perd 3 dés. Pour l'instant. On laisse comme ça. Il a la barrique de feu funeste hurlant. Hein. Un hostile adjacent est visible, subit 2 dégâts. Va peut-être falloir cramer ta barrique, petite bourrique. Bon, ok. Second jet d'attaque de Raducar. 11. L'appel de la chasse. Ajouter un Virkos sans bleu disponible. Non. Puis cet hostile et chaque Virkos sans bleu sur le champ de bataille font une action de charge. Non. Alors, je ne rajoute pas de Virkos au groupe de Raducar. Par contre, il ordonne... Oh putain. Il ordonne au Virkos de faire une charge. Alors, pas de déplacement, mais 2 attaques contre Brutog. Enfin, oui, c'est ça, 2 attaques contre Brutog. On a un critique. Nous avons un critique. Première défense. Échec. Oh my god. C'est un critique. 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts, 4 dégâts. Brutog perd 3 dés. Ok. Attaque du second Virkos sur les ordres de Raducar. Critique. Tentative de défense. Il annule. 3 dégâts. Oh putain. Oh putain. Il se prend 1 dégât. Ça veut dire que Brutog pour l'instant est KO, mais grâce à son obstination, il va pouvoir revenir en jeu au tour numéro 2. Ok. Maintenant, c'est sur les ordres de Raducar, l'attaque du Virkos contre Dagné. On est sur une frappe simple, une annulation de 1 dégât. Dagné se prend quand même 2 dégâts. 1 dégât. 2 dégâts, même configuration que Brutog. Il est sonné, il met un genou à terre, mais se relèvera quand même comme un grand au prochain tour. Bien. Nous venons de finir l'activation de Raducar le loup. Nous reste uniquement Emelda. Alors Emelda, qu'est-ce que j'avais dit?
il reste quand même un dé du destin là. Il peut faire une course à 4, mais toutes les zones là, ça la bloque. Elle a le droit de relancer. J'avais mis le point vert. Relancer le premier jet d'attaque raté. Bon, faut qu'on tabasse, mais alors on tabasse qui? On tabasse où? On tabasco. Je me mets là, j'ai pas trop le choix. Elle vient de faire un déplacement. Je vais peut-être sacrifier. Ouais, c'est ça, je sacrifie un dé pour me mettre là. Et maintenant, grâce à 6+, on va faire un coup fatal. On va faire un coup fatal. Alors, je peux pas cibler Raducar, mais 2 Virkos, là. 2 hostiles adjacents. 2 hostiles adjacents. Et puis, on fait une lueur, de l'aube hein, sur chacun d'eux. Allez, allez. 2 touches normales. Ils peuvent ignorer sur 9+. Un ignore. Le second n'ignore pas. Je vais blesser celui-ci en faisant 2 dégâts. J'ai envie de dire que tout va se jouer au tour numéro 2. Oh my god. On a dit qu'on ne pouvait pas sonner Raducar. Hein. Ça va être important. Bon, Emelda, bah écoute, continue de frapper. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Relancer le premier jet d'attaque raté. Ouais, ça, faut que j'y pense. Va falloir que j'y pense. Elle consomme... Bah là, c'est de la frappe normale. On va insister sur le Virkos qui est blessé, là. Ah non! Héroïquement. Elle va gratuitement échanger sa place avec Dagney. Et elle va frapper Raducar. Elle va frapper Raducar. On doit aller chercher du critique. Échec. Elle a le droit de relancer une fois. Pas de dégâts parce qu'il a une force surhumaine. Dernière attaque. Vas-y. Vas-y, Emelda, capitaine. Échec. Là, par contre, elle a déjà relancé. Elle ne peut pas le faire. Elle n'a pas de point d'exaltation, ce qui met fin au tour d'Emelda. On n'a pas fini d'être dans la mouise parce que maintenant c'est un événement qui se produit et avec un 2, plus c'est bas, plus ça pue. Le roi loup ascendant. S'il est sur le champ de bataille, Raducar effectue une action d'avance. Avance, il n'a pas besoin de se déplacer, mais par contre il peut frapper. Cette fois-ci, il cible Cléona avec 2 dés rouges. Oh! Il ne lui fait qu'une simple touche à 4 dégâts. Bon. Tentative de défense au dé bleu pour Cléona. Sait-on jamais? Critique, elle annule tout. Ben ça, c'est incroyable. Ça, c'est une grosse dinguerie. Je reprends la fiche de Raducar. Qu'est-ce que je peux oublier? Les lames... Ah ouais, alors attention. Ça implique que Dagney se retrouve à être maudit et sonné. Il est maudit plus sonné. Alors, la malédiction sur un héros, ça veut dire qu'on subit un dégât de plus quand on est touché. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Allez, on passe au tour 2. On récupère les dés. J'ai le droit de lancer les dés du destin. Pourvu que 5-6 présent, oui. Le 2 est présent, j'enlève le 1. J'enlève les 1. Avant de lancer nos dés, j'ai le droit de faire un soin sur Dagney et Brutog, mais ils ne lanceront qu'un dé.
Cléona 4, Capitaine Emelda 4. Reste là. Allez, on y va. On y va, on y va. Pas de commentaires pessimistes. Jusqu'au bout pour cette dernière confrontation. Brutog 4. Alors, le problème, c'est que Dagné a un dé, oui, mais comme il est sonné, il ne pourra pas jouer à son tour. Nous avons un homme sérieusement impacté. Oui, oui. Cléona. Je pourrais défausser le 1 et me permettre de récupérer un point d'exaltation. Non. Est-ce que je change la face des dés? Là, ça veut dire qu'on a un 6. Alors, je suis obligé de changer toutes les faces. Là, c'est un 3. Et là, c'est un 5. Donc, c'est pas mal. Elle a utilisé sa capacité. OK. En trésor, soit un non, soit un non. Dagné ne pourra pas utiliser sa barrique qui sera sonnée. Brutog, les sabliers luisants. Ouais, il pourrait l'utiliser. Encore faut-il que Dagné puisse... Ah bah non, il pourra pas, il est sonné. Ouh, aïe, 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 j'ai été très content. Non, on n'a dit pas de commentaires pessimistes. Allez, on touille encore. Toutouille, touille. Toutouille, touille. Stop. Qui joue en Prums au second tour? Brutog. Alors, Brutog, il se relève, lui. Il n'est plus KO. OK. Oh putain, Raducar. Ah ouais, non, mais c'est un ennemi puissant. Cléona, juste après. Les gardes Kozargi, oui, vont pouvoir s'activer. Dagné vont... Non, Dagné ne pourra pas. Les Virkos vont faire un massacre. Ah tiens, c'est marrant ça. Emelda. Alors pour le coup, ça vaut la peine que Emelda change sa place pour agir en premier avant Brutog. Pour faire quoi? Je sais pas trop pour l'instant, mais... Ah, elle a le droit de changer une de ses phases d'aider en 6. Ok. Ça c'est fait. Très bien. Brutog en dernier, bah, il est encore debout, hein. C'est très mal barré. Est-ce que les uns les autres font des jets de manœuvre? Tiens, bah, une fois par tour. Ah ouais, non, c'est pendant son activation. Chiotte. Et là, pour l'instant, Cléona ne s'active pas. Je laisse comme ça sur la piste d'initiative et on entame ce second tour avec une action de la part de Emelda. 6+, elle tente un coup fatal en ciblant deux ennemis adjacents, bah, c'est-à-dire Raducar et le Virkos qui est là. Je commence par attaquer Raducar. C'est un critique, il diminue de 2 obligatoirement, donc il se prend 2. Il passe à 3. Ok, j'attaque le Virkos. C'est un échec, elle a le droit à une relance. C'est un échec, elle est déstabilisée. Ok. Est-ce que je pourrais éliminer au moins une fois Raducar? On a dit qu'il faut grimper à 10 points de blessure. 10 points de blessure. Fouille, Où j'élimine le Virkos. Bonne question. Ah, papap, elle consomme un 6+ des dés du destin, puisqu'elle a le droit d'utiliser 2 fois de suite son attaque spéciale. Allez, on y retourne. Raducar. Touche normale, pas de dégâts. Le Virkos. Touche normale, tentative de diminution, non. Ce sera le 7. Il se reprend 2. Il est à 4 sur 6. Ok, elle refrappe le Virkos.
Échec. Elle refrappe le Virkos. Tentative de... Ah putain, il ignore les dégâts, cette espèce d'enclume. Elle rattaque le Virkos pour une probable dernière fois. Je vois le critique et je garde le critique. Il est bien face à nous. Tentative d'ignorer les dégâts. Mais quel enculé, je vous le dis. Quel enculé ce Virkos. Est-ce qu'Emelda... Alors ouais, Emelda va profiter d'un dernier dé, toujours sur le Virkos. Ah, ah bah si. Ça passe, c'est 9, 10, 11, 12. Il ignore une fois de plus les dégâts. Ah, elle est épuisée, Emelda. Fin de son tour. Raducar le loup. Première activation. Il fait une charge. Alors, pas besoin de faire une charge. Il attaque... il va attaquer Emelda, qui a l'air de se sentir toute puissante, là. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Emelda subirait un critique. Elle aurait une défense au dé bleu. Je prends. Il est face à nous comme ça, je prends. Ce qui ne veut pas dire que ça la sauve. 5, 4, 3, 2, elle subit 2. Donc, 1 dégât, 2 dégâts. Ok. N'oublions pas... Ah, papap! Oh la vache. Heureusement qu'elle a joué, hein. Elle est maudite et sonnée. Faisons ça. Seconde activation de Raducar. Un 2. Sombre Majesté. Hein? Retirez tous les marqueurs de blessure ou un marqueur de blessure grave alloué à cet hostile. Un marqueur de blessure grave. Ah, il a du soin. Retirer toutes les affections, non. Puis cet hostile fait une avance, pas besoin. Il frappe Cléona. Pour lui faire une attaque normale. Alors là, c'était un échec. Oh bon Dieu, un échec comme ça. Cléona fait une défense. Elle annule un dégât. Elle se prend... Elle se prend juste 3 dégâts. Youhou! Donc, 1, 2, ça dégage. Et 1, ça dégage. Le loup a agi. Ah, mais ce combat de ses morts. Après, c'est Cléona, justement. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il est plus blessé. Elle va faire ça. Un mouvement, elle se met ici. En passant sur ses petits camarades. Et elle va tenter de sonner ce Virkos là. Ah non, elle peut pas. Pas de tir au corps à corps. Donc, elle va faire un tir sur celui-ci. Et ce sera quoi? Le stylet de foudre céleste. Au dé bleu. C'est une réussite. Il est sonné. Est-ce qu'on va quand même réussir... non, j'ai... Oui, si, c'était lui. Est-ce qu'éventuellement il annule le dégât? Oui, mais ça ne l'empêche pas d'être sonné. Bon. Bon. Ah, chiotte. Il peut pas être sonné puisqu'il n'a pas pris de dégâts. Ah, oh my god. Cléona, tu... Bah, il te reste un dé. Vas-y, tu y retournes. On y retourne. Je vois un succès avec pas d'annulation de dégâts. Cette fois-ci, oui. 3, 4, il est à 5 sur 6. Fin du tour de Cléona. Les gardes Kozargi. Alors eux, ils vont bien rigoler. Eux, ils font 1. Pourquoi vous faites 1, les gars? Une charge, pas besoin. Pas besoin de charger. Celui-ci s'en prend bien sûr à Brutog. On a simplement 4 dégâts. Simplement. Tentative de défense.
Pas de défense pour Brutog. Alors là, par contre, 4 dégâts. Brutog en annule un automatiquement. Certes. Le problème, c'est que il en subit un, il en subit deux. Cette fois-ci, Brutog est vraiment KO. Ok. Brutog est vraiment KO, il ne jouera pas. Je peux retourner sa carte d'initiative. L'autre garde Kozargi, on a dit qu'il faisait une charge. Alors, faire une charge, sonner. Ah ouais, mais là, nous, on bloque plus le passage. Alors, s'il vient se mettre là, bah ouais, il peut venir se mettre ici. Et puis, il va bourriner sur Emelda, hein, on n'a pas le choix. Elle est maudite. Attaque du garde contre Emelda. Ok, je peux rien faire contre ça. À cause de la malédiction, ça s'enlève. Oui, regarde le plafond, cher capitaine. À cause de la malédiction, il nous inflige un dégât de plus. Donc, il nous inflige 5 dégâts. Oh, je vais faire une tentative de défense symbolique. Alors, c'est vraiment histoire de... hein, et c'est un échec. Donc, si Emelda subit 5 dégâts, ça implique que 1, 2, 3, 4, 5. Elle est out. Pour l'instant, elle est out. Ok. Ça, c'était quoi? C'était les actions des gardes Kozargi. Maintenant, Cléona. Non. Maintenant, Dagné. Alors, Dagné, il est plus maudit, certes, mais il ne peut pas agir parce que il est essonné. Il se remet simplement sur ses petites jambes. Oh, j'ai mal au crâne. Ouais, bah t'as pas fini d'avoir mal au crâne. Bon. Après aïe, 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 aïe. Après Dagné, ce sont les Virkos. Lui n'agit pas. Très bien. On peut considérer que c'est très bien. Celui qui est... Ah bah... Toi, t'étais où? T'étais là. Lui, il va attaquer Dagné. Lui, il va attaquer Cléona. Alors, attendez. Ça dépend de leurs actions. Les Virkos font une effluve de sang. C'est une charge, il n'y a pas besoin. Une attaque normale en commençant sur Dagné avec 2 dés rouges. Oh, je prends 2 échecs. Ah non, pardon, il était mieux placé celui-ci. Une frappe normale. Une défense, Dagné. Une défense. C'est un échec. 3 dégâts, le premier point est ignoré, donc il se prend quand même 2 dégâts. Ce qui veut dire que oui, vous ne rêvez pas, il passe en blessure grave. Dagné est bel et bien KO, je retire sa carte. J'ai retiré Dagné, Emelda et Brutog. Ouh, you, 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 you. Bon. Ça veut... Alors ça, c'était l'attaque de celui-ci. Tiens, ça, je te l'enlève, petit homme. Il est KO. Toi, je t'enlève ça, puisque ça ne te sert plus. Et je vais enlever ce dé de Brutog. L'attaque de ce Virkos contre Cléona. Tentative de défense quand même. Sur une attaque normale, c'est un échec. C'est un échec. Alors, Cléona subit 3. On en a un là. 2, 3. Ok. Ah, elle n'est pas encore out. Elle a sa potion de soin coagulée, comme Emelda. Mais Emelda n'a pas de capacité de soin. Elle n'est plus active pour l'instant. Alors ça, c'était les Virkos. Ce qui met fin
à notre tour. On va faire l'événement parce que l'événement c'est important. 6. Qu'est-ce que nous réserve le 6? Une vitesse cinglante. Si Raducar est sur le champ de bataille, à l'étape d'initiative de la prochaine phase, placez la carte de Raducar en premier. Ah d'accord. Au lieu de mélanger la pile d'initiative. Ok, donc ça implique que je place Raducar de toute façon en premier et je mélangerai ces trois-là. On va le faire maintenant. J'ai droit au dé du destin quand même, hein, mais bon. Allez. Oh. Raducar, Cléona, les Virkos, les gardes. Ça n'a aucune incidence puisque de toute façon Cléona n'est pas à même de résister. Je vais prendre les dés du destin comme ça vient. Alors je n'ai pas le droit au 5, mais 3, 4, 6. Ah ah, tremble Raducar. Ok, alors là on entame le troisième tour. Hein. Dés du destin. Non autorisé à jouer Capitaine Emelda. Le seul dé disponible... Oh, c'est un 6. Joli. Voilà. Notre initiative est faite. Première action de Raducar. C'est un 7. Assaut brutal. Il fait une charge, mais effectue 2 actions d'armes au lieu d'une. Ah! Il a normalement un déplacement de 7. Bah oui, il peut, bien sûr qu'il peut, en passant sur les cases de ses petits camarades. Il arrive à hauteur de Cléona pour lui asséner 2 frappes. La première, c'est un échec. C'est une dinguerie, ça. La seconde, par contre, c'est un critique. Critique sur Cléona qui se défend. Elle va consommer son point d'exaltation. Allez, relance. C'est vraiment pour tenter. Hein. Malheureusement, ça ne passe pas. Cléona subit 3 dégâts. Nous venons de réaliser. Alors ça, c'est perdu. Que je place tous les marqueurs. 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts. Elle est, elle aussi, KO. Ce qui signifie la fin de notre groupe. Nous ne pouvons pas combattre Raducar. Alors, ça met la fin à notre groupe, mais oh my god, ça met la fin à la campagne. You. Je vais pas faire la conclusion maintenant, hein, mais je me présente à vous humblement pour dire que non, j'ai vraiment rien pu faire. Vraiment. Alors, est-ce que vraiment ça aurait... Ça fait beaucoup de vraiment. Est-ce qu'on aurait pu s'en sortir même si nos ennemis n'étaient pas arrivés sur leur face renforcée mais avaient été sur leur face normale? Alors ouais, on aurait subi beaucoup moins de dégâts parce que au lieu de 2 dés rouges, il y aurait eu un lancer que d'un seul dé rouge avec les Virkos. Au lieu d'un dé rouge et un dé bleu, on aurait subi que des attaques avec 2 dés bleus, donc moins de chances de prendre des dégâts. Et Raducar, au lieu de nous infliger 2 dés rouges en attaque, ça aurait été quand même un dé rouge, un dé bleu. Je pense que ça aurait été très compliqué de passer au travers. On s'est fait laminer. Bon, comment je mets fin à cette quête? Parce que c'est quand même pas rien. Hein. Je retourne sur le terrain. Pourquoi? Bah déjà pour... Alors j'allais dire pour voir dans les yeux de nos 4 amis à quel point on est terrifié. Terrifié de ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment avec une configuration comme ça? Quand on élimine un objet mystérieux, de toute façon, on ne pouvait pas empêcher Raducar d'apparaître.
Ah oui, mais alors le pas de peau qu'on a eu, c'est que Radukar est apparu sur ce nécroporche direct. Donc il nous a fumé. Fallait pas qu'il apparaisse là, fallait pas qu'il apparaisse là. S'il était apparu dans sa salle du trône, on aurait eu plus de chance parce que il aurait perdu ne serait-ce qu'un tour pour se déplacer, vu que là ça bouchonnait. Ah ouais, on aurait peut-être pu tenir plus longtemps, je ne dis pas gagner, hein, mais tenir plus longtemps en éliminant ce qui se passait ici. Virko s'égarde. C'est quand même une série de jets, mais vraiment merdiques. Déjà sur les jets d'extraction des 5 dernières parties, hein. C'était la troisième ou quatrième fois qu'on était obligé de démarrer avec une face exaltée sur nos ennemis. Tactiquement, là, je vois pas trop comment on aurait pu s'en dépatouiller. Alors, éventuellement, je pense à une chose. Si on avait amené nos trois autres compères au niveau 5 comme Emelda, on aurait déverrouillé Invulnérable avec Brutog et Dagné. Les jets de défense réussis réduisaient les dégâts subis de 1 point supplémentaire. Ah ouais. Et on aurait subi que un minimum. Oui, c'était pas mal. Et Cléona, qu'est-ce qu'elle aurait débloqué en étant niveau 5? Magistral. Une fois par tour, pendant son activation, elle pouvait dépenser un point de destin comme s'il était disponible. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Pas un point de destin, pardon. Un dé du destin défaussé comme s'il était disponible. Donc elle aurait pu aller chercher, par exemple, un 5 défaussé. Ouais, c'est du petit plus plus. C'est vrai que c'est du petit plus plus, mais honnêtement, non, non, il faut être lucide. Honnêtement, là, par rapport aux jets de dés qui ont été tirés, c'était pas possible de nous en sortir comme ça. Bon. Bon. Comment on gère tout le bazar? Tiens, si je fais ça. Alors ouais, il reste Culatis. C'est vrai. Il reste Culatis, mais Culatis, qu'est-ce qu'elle va faire? Puisque ils savent, hein, et les consignes d'Emelda étaient parfaitement claires. Si l'assaut final devait échouer, les héros restants ne devaient pas persévérer et rester avec les autres dans la cité. C'était pas possible. On n'a pas nos héros là qui étaient détaillés. Ah bah si, c'est là. Ils sont là. Culatis, l'exilé, c'était quoi son histoire? Attendez. Si je fais ça. Culatis. Hop, hop. Qu'est-ce qu'elle peut devenir? Tiens, ça va être intéressant. C'est pour mon histoire personnelle. Alors, Culatis, on se rappelle que c'était une race d'elfes étranges. Pourquoi est-ce qu'elle était là? Les survivants du clan de Culatis perdirent espoir et s'enfuirent pour recommencer une nouvelle existence ailleurs. Pour sa part, Culatis refusa d'abandonner et jura de pourchasser le vampire en dépit de l'interdiction de ses aînés. Aggravant davantage son cas, elle brisa une branche de chêne des arbres passés, s'en servit pour fabriquer des flèches magiques. Elle pensa que l'intense énergie de vie qui habitait le bois serait l'anathème des créatures de la mort. En conséquence, elle a été bannie à tout jamais de l'éternel renouveau, mais n'en a cure, car aujourd'hui, seule sa vengeance compte à ses yeux. Alors imaginons que Culatis quitte Ulfenkarn avec non, toute seule. Elle part toute seule puisqu'elle n'a plus foi en ses camarades, hein, ils ont malheureusement échoué. Et elle va errer quelque temps, vivre d'autres aventures, et plus personne n'aura entendu parler de Culatis. Ok, bye bye. Que devient Gelsen d'Arok?
Gelsen, le voici. Lui, on nous avait dit que c'était un guerrier solitaire. Ok, je crois qu'il était déjà dans la cité d'Ulfenkarn. Il me semble. Ah oui, ce groupe de héros a été constitué à l'initiative de Gelsen. Et c'est lui qui est allé dans les geôles pour faire sortir certains d'entre nous. Hmm. Et puis un jour, lorsqu'une courtisane au passe-coude en soie lui proposa de prendre sa retraite et finir ses jours dans les délices des maisons closes de Létis, il l'identifia immédiatement comme une agente d'une dynastie vampirique. Toutefois, son instinct retint sa main. Depuis, sous le patronage de cette intrigante, il a eu accès à des informations qui lui ont permis de détruire des dizaines de vampires. Il arrive même que quelqu'un déverrouille les cryptes avant sa venue. Alors ça m'inspire le fait que Gelsen Darroch quitte Ulfenkarn avant sa destruction par Radukar et qu'il reprend sa mission de chasseur de vampires. Il a une haine envers eux qui est décuplée et il parcourt les routes. On continue d'entendre parler de Gelsen comme étant l'un des derniers chasseurs de vampires les plus réputés. Bon, ok. L'autre survivant. Aïe. C'est Glorio Venalten. Alors, Glorio, n'oublions pas que c'était un noble. Ça reste un noble. Qu'est-ce qu'on nous avait dit? Les membres de sa famille disparurent mystérieusement lorsque Radukar mena à bien son coup d'État. Ou les membres de sa famille choisirent eux-mêmes de faire allégeance au loup. Ce qui mit Glorio Venalten, troisième du nom, dans une rage incroyable. Alors, Glorio ne survécut à la longue nuit que parce qu'il se jeta dans le vide ordure de la salle des banquets de son manoir et s'enfuit par les cuisines avant de se cacher. Aujourd'hui, il vient prendre sa revanche. En dépit de son entraînement à l'escrime et des heures interminables passées à étudier l'art de la tactique et de la manœuvre, il n'a encore tué aucun homme hors du cadre très codifié des duels d'honneur. Alors s'il s'est bien rattrapé depuis qu'on avait fait connaissance de Glorio. Depuis, il cherche activement des mercenaires pour éliminer Radukar ou mourir à sa place si besoin. L'une des missions très personnelles de Glorio était d'éliminer tous les membres de sa famille qui avaient juré allégeance à Radukar. C'est une chose qu'il a pu accomplir grâce à Emelda. Il n'a pas tué de sa propre épée ou de sa propre arme de tir les 3 derniers Venalten qui composaient la triarchie, mais sa mission est accompli. Ce que fait Glorio, il a quitté lui aussi Ulfenkarn. Il a pu s'enfuir avec beaucoup de richesses puisqu'il est allé piller les trésors de son manoir et il a refait sa vie ailleurs, mais une vie de débauche complète pour tenter d'oublier son échec cuisant de ne pas avoir pu mettre à mal Radukar le loup. Il est devenu la risée en fait des autres nobles. Il a perdu le nom des Venalten, ou plutôt il ne l'utilise plus. Il a changé de nom, mais est devenu un pseudo riche sur le déclin. Et il finira ses jours tel un ivrogne dans une vieille geôle. Oh mon pauvre Glorio, mon pauvre. Nous reste à imaginer la destinée. Ah ben oui, Doctrine.
Octren Glimskrai. Alors, Octren Glimskrai, c'était assez particulier parce que il ne faut pas oublier que dans son histoire, c'était un des membres les plus éminents du pacte Mortalis, une organisation qui a longtemps été la rivale des Catophranes de Penultima, et qu'il est l'un de ceux qui ont conçu les sables sépulcraux qui permettaient les résurrections. Octren a poursuivi Torgilius jusqu'à la cité maudite et traque également son nouveau maître Radukar, même si au fond de lui, il ne sait pas vraiment si c'est pour les tuer ou pour tenter de se joindre à eux en tant que seigneur de la non-vie. À la vache, tout est dit dans cette dernière phrase. Octren était satisfait d'avoir pu éliminer Torgilius le chambellan, mais finalement, devant les pouvoirs incommensurables de Radukar, il lui cède et donc il rejoint les rangs de Radukar. Ça veut dire que maintenant il faut l'appeler Octren le chambellan. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Ah purée! Alors, il a laissé quand même le temps à Culatis, Gelsen et Glorio de faire ce qu'ils voulaient, donc de quitter la cité maudite. Mais après, il peint son masque blanc en rouge pour être au service complet de Radukar le loup. Nom de Zeus. Nom de Zeus, de nom de Zeus. Bon, me revoici pour la conclusion. Un élément important, comment je me sens? En un, satisfait d'avoir fini d'une façon ou d'une autre. Bien sûr que j'accepte cet échec, qui d'un autre côté n'en sera pas un, parce que oui, j'ai réussi à aller au bout de cette grande aventure. Dans d'autres jeux, dans d'autres circonstances, et j'avais hésité d'ailleurs quand j'ai fait l'interlude là pour préparer la fin de campagne, vers la fin de la vidéo, je m'étais dit, ah mais, imaginons que je me prenne une tôle. Pourquoi est-ce que je ne passerai pas le groupe de nos 4 derniers héros au niveau 4 pour faire une tentative d'aller éliminer Radukar? En imaginant que, je sais pas, j'aurais pu dire, tiens, si j'ai éliminé certains Virkos, voire même des gardes de nuit, je repars à cet endroit-là. Mais non, j'ai chassé cette idée-là en me disant, je veux une vraie fin et j'accepterai la défaite. Parce que finalement, avec ces pseudo-histoires inventées là sur la fin de Culatis, Gelsen, Glorio et Octren, ça met un vrai point à notre histoire. Donc, est-ce que je suis déçu? Non, même pas. Vraiment pas. Je suis pas déçu parce que, allez, on accepte. Radukar a été beaucoup plus fort que nous. Peut-être même qu'au fil de nos périples passés, il nous a laissé un semblant d'espoir et que faut pas la lui faire. Je crois que ça aura été le plus grand ennemi parmi tous nos dungeon crawlers jusqu'à présent, le plus grand à devoir battre. On s'est fait quelques illusions, mais non, c'était pas possible. Alors, il y a un impact quand même. En plus du fait de mettre fin à notre grande campagne, cette histoire d'enveloppe, cette grande enveloppe qui, je vous le rappelais, j'en fabouille. Je vous le rappelle, enveloppe Ulfenkarn en péril, ne pas ouvrir avant d'avoir accompli le périple de décapitation, l'assaut final. Ne pas ouvrir avant d'avoir accompli. Et si on prend les règles pour accomplir un périple, alors non, c'est pas ça, c'était là.
on accomplit un périple uniquement si on réussit à obtenir les conditions de victoire. Si les héros n'ont pas réussi à augmenter la peur et l'influence de 1, bon, aucune incidence. Et si les héros avaient réussi, ouvrez l'enveloppe Ulfenkarn en péril et lire à voix haute le texte de la carte qui s'y trouve. C'est donc un texte et j'ai une force mentale suffisamment puissante en tant qu'ex-maître du jeu pour ne pas ouvrir cette enveloppe. Je sais que beaucoup le font, de se dire ouais on a perdu mais alors ça aurait donné quoi? Non, on ne saura pas. Je ne saurais pas. Ceux qui ont fini la quête, alors bravo à vous déjà, vraiment bravo. Si vous y faites référence dans les commentaires, sachez que je ne lirai pas cette partie des commentaires où vous pourriez parler du contenu de la carte. Par contre, ça pourrait intéresser ceux qui veulent savoir impérativement. Bon, je vais... j'allais dire à regret, oui c'est toujours à regret que je finis un jeu et que je dois le ranger. Alors, selon le degré de satisfaction que m'a procuré le jeu, je ne le range pas tout de suite. Je vais laisser déjà les figurines sur les étagères encore un petit peu. Ça peut être quelques heures, quelques jours, probablement pas quelques semaines, mais pour me dire, ah tiens, qu'est-ce que c'était bien. Puis il y a une chose importante, c'est que je vais faire la vidéo pour vous donner mon avis sur la Cité Maudite, maintenant que le jeu est fini. Alors ça c'est très personnel, mais je préfère donner mon avis pardon, une fois seulement que j'ai fini vraiment le jeu. C'est comme ça. J'aime pas donner mon avis après avoir fait un déballage ou une pseudo-partie, voire 2 parties sur le tutoriel, parce que le jeu peut avoir un très bon démarrage, et surtout sur les jeux narratifs, après avoir joué 3-4 fois, on s'aperçoit que finalement, ce qu'on nous raconte, la campagne, c'est pas du tout impliquant, donc au final, on n'ira pas au bout. Donc, je préfère être honnête le plus possible et faire l'ultime vidéo de mon ressenti sur un jeu qu'après l'avoir poncé et m'être fait défoncer. Mais ça, c'est peut-être la seule et dernière fois qu'un jeu nous bat. Nom de Zeus. Bon allez, je vous laisse là. J'espère que la série de vidéos, si vous avez réussi à tenir à chaque épisode, vous aura plu. Moi, je me suis vraiment éclaté. Vraiment, vraiment. Et j'ai pris plaisir à reprendre la Cité Maudite pour l'emmener vraiment jusqu'au bout. C'était top, hein. Ascenseur émotionnel. Bon, allez, je n'en dis pas plus. Je vous laisse là. Et je vous dis à très vite, à la fois pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux déballages, pour plein d'autres trucs super sympas dans notre passion. Allez, bravo Raducar, t'es un connard, mais je te félicite quand même. Salut, salut.